Bonjour, très ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'émission Hiwar. Ravi, bien que le sujet d'aujourd'hui n'est pas source de réjouissance, nous allons traiter aujourd'hui une grande problématique, celle des dysfonctionnements du marché du travail, des indicateurs de l'emploi et du taux de chômage qui atteignent des pics historiques et qui, depuis quelques mois, n'arrivent pas à passer sous la barre des 13%. L'occasion également de voir ces phénomènes s'accentuer, notamment le chômage des jeunes, le chômage chez les primo-demandeurs d'emploi, le phénomène des NEET, et d'aborder quels seraient les goulots d'étranglement, que ce soit en amont dans la formation qu'en aval dans la création d'emplois par l'économie et par ricochet bien sûr, comment cette économie à tonnes qui ne franchit pas les 3% contribue à aggraver cette situation. Pour aborder un sujet aussi délicat et pointu, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi M. Ezdin Arsbi, qui est prof d'économie de l'enseignement, de l'éducation, du développement, mais également de l'emploi. C'est un expert éminent, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, pour décortiquer quelque peu les récents chiffres et indicateurs disponibles, mais également de voir où se situent ces freins. Quels seraient les leviers possibles pour le Maroc pour justement essayer d'inverser la situation actuelle. Monsieur Ezdin Arsbi, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai beaucoup de plaisir à participer à cette émission de Hiwar. Plaisir partagé. Bien que, comme je le disais, c'est un sujet quand même qui n'est pas récent, il est très ancien, mais on voit bien sûr que ces dysfonctionnements perdurent dans le temps et ça se répercute sur beaucoup d'indicateurs. J'ai évoqué le taux de chômage, mais ce n'est pas le seul parce que derrière ce taux se cachent d'autres taux et des phénomènes dont nous avons parlé, notamment bien sûr une sous-activité, la qualité de l'emploi, mais plus alarmant, c'est ces taux assez importants qui ciblent bien sûr les jeunes, les femmes, mais également les diplômés et les hautement qualifiés. Il y a également le phénomène des primo-demandeurs d'emploi qui atteignent une proportion de plus de 50%. Donc avant d'aborder plus amplement le sujet, un premier commentaire de ces indicateurs qui prêtent à inquiétude. Effectivement, le problème de l'emploi et du marché de travail est posé au Maroc depuis pratiquement 30-35 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez déjà avec Feu Hassan II, il y a eu le CNJA, le Conseil national de la jeunesse de l'avenir, où pour la première fois, on avait posé la difficulté de trouver de l'emploi aux jeunes et aux jeunes diplômés. Il y avait un objectif de créer 100 000 emplois pour eux. Et donc, depuis, il y a eu une évolution, etc. La situation du marché de travail, on peut la caractériser par quelques données et quelques chiffres. Nous avons une population, disons, active de l'ordre de 12 millions, 13 millions, avec pratiquement 11 millions d'actifs occupés, c'est-à-dire ceux qui travaillent effectivement, et autour de 1,6 million de chômeurs. Et ce chiffre, sur la décennie qui s'est passée, n'a fait qu'augmenter de 1,1 million, 1,2 million jusqu'à arriver à 1,6 million actuellement. Et ça, il s'agit des chiffres officiels. Nous avons donc une population active occupée limitée qui également apparaît au niveau des taux d'activité qui sont faibles et des taux d'emploi également faibles. Vous savez que le taux d'emploi est autour de 36-36%, et ce taux d'emploi, il est encore beaucoup plus faible pour les femmes. On a à peine 16-17% actuellement de femmes qui sont actives occupées, en tout cas acceptées comme actives occupées à part les statistiques officielles. Mais à l'intérieur de cette situation, on a d'abord globalement un marché de travail qui crée très peu d'emplois. Depuis 2000, il y a eu à peine 2 fois, on a créé 300 000 postes d'emploi. Mais en moyenne, on crée autour de 110 000 emplois. Ce qui ne peut pas résorber, bien sûr. Alors, bien évidemment, 110 000 emplois,
c'est loin, très loin, des 400 000 à 300 000. Cette année-là, on parle de 400 000 qui cherchent un emploi au niveau du marché du travail, et en moyenne autour de 350 000. Donc il y a globalement un déficit important de création d'emplois. Mais déjà, pour si vous voulez, les emplois qui sont créés sont généralement des emplois faibles en termes de qualification. Vous savez que nous avons un secteur informel assez important qui représente pratiquement 62 tiers du marché du travail. Et les travailleurs, 67% aussi des travailleurs du secteur informel, sont dans une situation de précarité. C'est-à-dire, quand je dis précarité, par exemple, ce sont des travailleurs qui n'ont pas de contrat de travail. La situation du marché de travail du point de vue du chômage, du taux de chômage, nous avons, comme vous l'avez évoqué, un taux de chômage moyen de 13,7% actuellement, mais ce taux il est beaucoup plus élevé pour les urbains, autour de 17%, il est autour de 19% pour les diplômés, et pour certains diplômés, universitaires et autres, ça peut aller jusqu'à 36%. Pour la formation professionnelle, ça peut aller même à des taux beaucoup plus élevés. C'est extrêmement... C'est très, très élevé et préoccupant, et donc ça pose problème. Mais plus que cela, comme vous l'avez aussi rappelé, et ça c'est le reflet du déficit entre les possibilités de création d'emplois et les demandeurs d'emploi. On a des primo-demandeurs d'emploi, je dirais, sur au moins 20-25 ans, qui représentent autour de 50%. C'est-à-dire 50% des 1,6 million n'ont jamais travaillé. Et ils ont du mal à travailler, donc à trouver un emploi. Donc, d'un côté, c'est une perte de ressources humaines importante, de jeunesse, de ce que vous voulez, mais de l'autre, c'est un drame humain, parce que c'est des jeunes qui vont renforcer les rangs d'élite plus tard. Ouais. Alors, autre élément important, le chômage que nous avons, ce n'est pas un chômage dans beaucoup de pays, un chômage, mais le chômage évolue vite. C'est-à-dire, vous allez être en situation de chômage 6 mois et vous allez trouver un emploi, etc. Là, nous avons pratiquement 68% des chômeurs qui sont en situation de longue durée. Ce qu'on appelle de longue durée, c'est étrange situation de chômage, au moins 1 an. Donc, c'est des chômeurs de longue durée, données structurelles. Et en moyenne, ça s'est amélioré légèrement parce que les années précédentes, la décennie précédente, on était autour de 40-41 mois de durée moyenne de chômage. Actuellement, on est autour de 32 mois de durée de chômage moyenne. Mais quand même, 32 mois de chômage. C'est près de 3 ans où la personne n'est pas... C'est presque 3 ans. Ça a une incidence sur les personnes, sur le capital humain parce qu'il se dévalorise, et bien évidemment sur les familles qui ont investi dans l'éducation, etc., etc. Donc il y a énormément de données qui posent problème de manière très sérieuse, qui me fait dire que ce n'est pas le 13% qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est l'incapacité de créer suffisamment d'emplois pour le personnel qualifié et de ne pas utiliser un potentiel important sur lequel on a investi beaucoup au niveau de l'éducation, etc., etc. Quels sont les facteurs, en fait, quels sont les facteurs qui font qu'on n'arrive pas à... Justement, j'allais y arriver, si vous permettez, parce que quand vous évoquiez cette problématique et son évolution dans le temps, il ressortait beaucoup 2 éléments ou 3 éléments phares qui revenaient en boucle. Le premier, c'était l'inadéquation entre la formation et les offres d'emploi. Ce qui fait que les gens ne trouvaient pas de travail et dans le tissu économique, on disait ne pas trouver suffisamment de profils qualifiés. Or, le chômage touche plus les personnes diplômées que les personnes sans diplôme. Donc, cette équation. L'autre élément qui est très important, c'était celui de la croissance. En général, une croissance atone ne produit pas suffisamment d'emplois, ni d'emplois de qualité, de qualifiés.
Et puis le troisième élément, et peut-être qu'on va revenir là-dessus, que c'est cette évolution du marché du travail, elle a fait l'objet régulièrement de stratégies et de politiques sectorielles. Et pourtant, aujourd'hui, on se retrouve avec les éléments, au fait, les indicateurs que vous venez de citer. Oui. Ces goulots d'étranglement, sincèrement, ils se situent à quel niveau? Alors, comme vous l'avez dit, il y a un problème, disons, d'adéquation, mais partielle, ou d'inadéquation partielle de certains profils par rapport à ce qui est demandé au niveau du marché du travail. Mais dans l'ensemble, comme je vous ai dit, le problème le plus sérieux, c'est qu'il y a insuffisance de création d'emplois et de création d'emplois qualifiés. Voilà, D'où revenir un petit peu. Le pays, le Maroc, a fait un effort important depuis longtemps pour faire des réformes éducatives. Déjà avec la charte de l'éducation en 2000, le programme d'urgence, la vision stratégique, etc., avec des objectifs de réduire les déperditions scolaires, d'améliorer la qualité, de généraliser, etc. Et malheureusement, on n'a peut-être pas le temps pour aller dans le détail, mais globalement, ces objectifs ont échoué. Nos indicateurs au niveau de la qualité de l'enseignement, pour toutes les matières, arabe, français, sciences, etc., sont extrêmement préoccupants. On est très mal classé, etc. Et les déscolarisés, c'est une donnée majeure et tous les plans éducatifs cherchent à la traiter, mais on n'arrive pas, ou les officiels n'arrivent pas. On a autour de 330 000 personnes déscolarisées de manière prématurée, c'est-à-dire sans qu'ils puissent recevoir quelque chose de solide du point de vue de leur préparation au marché du travail. Et ça, sur 10 ans, ça fait 3 millions ou plus. Il y a eu un travail fait sur les NEET. Les NEET, c'est ceux qui sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail. L'estimation actuelle qui est donnée pour la tranche d'âge 15-24 ans, c'est 1,5 million. Mais si vous allez sur une tranche plus large qui englobe toute la population jeune, jusqu'à 35 ans, vous allez arriver à un chiffre qui a été avancé d'ailleurs par les données du nouveau modèle de développement. On a autour de 4 millions qui sont dans cette situation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prépare pas, le NEET ou les NEET, on ne prépare pas correctement notre jeunesse, notre population à leur insertion adéquate sur le marché du travail. Et donc là, il y a un problème au niveau du marché du travail, mais il y a également partiellement des déficits liés au système éducatif et de formation. Voilà, justement, vous êtes professeur en économie de l'éducation. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui cloche, hein, parce que cette question de l'employabilité, elle est commune à tous les pays, à toutes les économies. Mais qu'est-ce qui cloche chez nous? Pourquoi cet ascenseur social, elle a travaillé pendant plusieurs décennies et puis subitement, il est tombé en panne? C'est à se demander qu'est-ce qui a grévé cette machine? Les réformes éducatives qui ont été menées n'ont pas abouti, tout simplement. Et là, si vous voulez, un des éléments, la question centrale, à mon avis, c'est une question de déficit de gouvernance. Parce que si vous prenez le programme d'urgence, après la décennie de l'éducation 2000-2010, on a constaté à la fin de la décennie 2008-2009 que ça n'a pas marché. C'est les rapports du Conseil supérieur de l'enseignement qui l'ont constaté sur le plan de la qualité, de la quantité, des déperditions. Et on a dit on va faire un plan d'urgence. Plan d'urgence 2009-2013, en essayant de prendre en charge les choses qui n'ont pas été incluses suffisamment dans la réforme de la décennie de l'éducation, la charte de l'éducation, à savoir donner plus de moyens de financement et faire des projets, 27 projets, et les accompagner, etc. On a fait ce travail-là. Le résultat, malheureusement encore, en 2013-2014, un autre rapport du Conseil supérieur de l'enseignement fait le même constat. Alors qu'on a donné au programme d'urgence 43 milliards de plus que le budget habituel. C'est-à-dire, en plus du budget annuel habituel, on a ajouté 43 Une enveloppe milliards. additionnelle. Mais vous savez que le problème du programme d'urgence, il est normalement,
il a été traité par la la Cour des comptes et qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements qui devaient normalement aboutir à la justice. Mais bon, donc la question de pourquoi on n'arrive pas, il y a eu quelques évaluations qui soulignent en particulier un problème de décision. Ben, parmi les choses qui posent problème, vous prenez par exemple l'opération DVD. C'était une opération qui a cassé le système éducatif alors qu'il fallait plutôt préparer la relève en termes de cadres, en termes de professeurs, etc., etc. Et il y a beaucoup d'autres, la contractualisation en 2016. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises qui n'ont pas pu permettre de faire réussir la réforme éducative. Et de ce fait-là, elle a un effet aussi sur le marché de travail, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Justement, vous me tendez une bonne perche là en parlant de cette question de gouvernance. La question de gouvernance, de reddition des comptes, mais également la question du pilotage, parce que cette question de l'éducation, l'enseignement, la formation et la question de l'emploi, elle est transverse à quasiment tous les secteurs d'activité. Et pourtant, on sent qu'en termes de pilotage, ça va se situer au niveau d'un seul département. Et en matière de reddition des comptes, on sent qu'à chaque fois, on va venir avec une nouvelle politique qui, au bout d'une décennie, ne va pas donner de résultats, puis on va faire un programme d'urgence pour se rendre à l'évidence que finalement, ça n'a pas donné les effets escomptés. Est-ce que, pour la problématique qui nous concerne aujourd'hui, celle de la résorption du chômage, vous ne pensez pas qu'il y ait une certaine organisation à tenir, un certain pilotage avec une gouvernance bien précise, et puis une redéfinition du rôle des instances d'intermédiation qui vont accueillir ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui vont les accompagner soit à trouver de l'emploi, soit à peaufiner certaines compétences pour une reconversion vers d'autres secteurs, comme c'est un petit peu le cas un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une recette miracle? Oui, la question de la gouvernance, elle est centrale, pas uniquement pour le marché du travail, mais pour beaucoup d'autres secteurs. Et il y a eu des tentatives de réforme pour lutter contre la corruption, pour assurer une meilleure reddition des comptes, pour assurer une meilleure concurrence, etc., etc. Mais là aussi, il y a des impasses que nous constatons. Je vais donner un ou deux commentaires concernant le modèle de développement. Le modèle de développement, il y a eu une commission, il y a eu des travaux, il y a eu des débats, il y a eu des études, etc. Et on a abouti à un projet où il y avait l'idée de le Maroc va investir beaucoup plus, il va réformer sa justice, il va réformer un certain nombre de choses, etc. Et on va parvenir à un taux de croissance de 6,5 en moyenne à l'horizon 2035. Oui. D'accord. À l'horizon 2035, on est plutôt maintenant, c'est la 4e année peut-être de ça arrive au galop et on arrive à 2,2, 2,3 et pas plus, etc. Pourquoi et c'est important de faire les liens entre le taux de croissance et le marché de travail. Un taux de croissance de 1%, selon les études, c'est entre 28 000 et 32 000 créations d'emplois. Donc, plus on a des taux de croissance élevés, plus la capacité de création d'emplois peut être importante. Or, nous n'avons pas un niveau de croissance important. Pour moi, le modèle de développement ou le débat sur le modèle de développement n'a pas abordé, n'a pas évacué la question centrale, je dirais, de la responsabilité des institutions, de la reddition des comptes, et qui est le pilote en matière de projet, en matière d'investissement, etc., etc. Donc, c'est des questions fondamentales qui n'ont pas été abordées. Sur le volet de le marché de travail et de l'emploi, bien évidemment, comme je l'ai dit, depuis longtemps, on a créé, il n'y avait pas de structure d'intermédiation pratiquement, à part les bureaux d'emploi, etc., avant 20 ans, etc. On a créé l'ANAPEC et on a commencé à faire un semblant de politique de l'emploi. Il y a eu plusieurs mesures. Vous avez IDMEJ, vous avez TEHIL, vous avez Muqawalati, etc., qu'on a fait sur une dizaine d'années, etc. Malheureusement, là aussi, je vous ai dit quel est le niveau de chômage qu'on avait.
On avait à l'époque autour de 1,2 million, actuellement 1,6 million. Et ce qu'on faisait avec Idmaj, avec Ta'hil, avec Muqawalati, c'est des chiffres qui ne dépassent pas 10-15 000 personnes. Et malheureusement, la plupart de ces projets-là, officiellement, ont été reconnus comme n'ayant pas réussi. Idmaj n'a rien donné. Sur toute la période, il a permis peut-être l'insertion de 65 000 personnes, sur toute la période. Ta'hil, il y avait de gros problèmes au niveau de la... C'est-à-dire, Ta'hil, c'est donner une formation aux gens pour qu'ils puissent trouver plus facilement l'emploi. Ça n'a rien donné. Muqawalati, c'est une catastrophe parce qu'on avait un objectif de créer 90 000 emplois. Je crois que le chiffre officiel qu'on donne actuellement au bout du compte, ce n'est pas plus de 4 500 ou quelque chose comme ça. Donc, globalement, des mesures ou des programmes qui n'ont pas abouti, qui restent très modestes par rapport aux besoins de création d'emplois et qui n'ont été pas assez financés, pas assez sous-financés si vous voulez. Et aussi, il y a eu des problèmes au niveau de la gestion parce qu'au début, on avait confié ça à des centres, des choses comme ça qui n'ont pas pu faire correctement le travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des changements au niveau des noms, mais ça ne change pas tellement. On a Força et Auraj. Et même Intelaqa, donc voilà. avant la Covid. Força, c'est sur 2 années 2022-2023. Les chiffres qu'on trouve, c'est autour de 300, pour l'année 2022, je crois, 300 000 demandes de bénéficier de ce programme et au bout du compte, autour de 21 000 qui ont bénéficié. Ça ne veut pas dire qu'ils ont créé de l'emploi, ça veut dire que c'est bénéficiaire. Voilà. Et donc, là aussi, par rapport même aux objectifs du gouvernement, le gouvernement avait dit autour de 250 000 créations d'emplois par an pour par an annuel. Sur un voilà, annuel. On en est très, très, très loin. Cette année-là, on ne peut parler que cette année-là, on a perdu 82 000 postes d'emploi, net. Dans l'agriculture, on a perdu autour de 152 000 postes. Bien sûr, il y a la sécheresse, c'est clair. Mais globalement, cette situation, elle est durable. Elle n'est pas saisonnière. Elle est durable. Donc, on est plutôt dans le déficit de création d'emplois. Et ces opérations, ces mesurettes, n'apportent rien. 10 000, 15 000, 21 000 par rapport à une ampleur du chômage de 1,6 million, de chômage, beaucoup de jeunes, beaucoup de diplômés, ça ne répond pas aux problèmes majeurs, ni de la population, ni de l'économie. Parce que, par ailleurs, ce qui domine dans notre économie, c'est l'économie informelle, qui est très importante. Elle représente, comme on l'a dit, autour de 68-67%, alors qu'au niveau du PIB, il ne représente que 11 à 13%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une très faible productivité, très faible rémunération et beaucoup de précarité. Et donc voilà. Et ça, on l'a vu même au niveau du Covid, la crise du Covid. Du jour au lendemain, on a eu une population énorme, autour de 9 millions, 10 millions, qui devaient être subventionnés ou aidés pour pouvoir survivre au jour le jour. Donc, le filet social. Voilà, la politique de l'emploi ou les politiques de l'emploi, il y a eu effectivement un effort dans le sens de mettre en place une agence, dans le mettre en place un certain nombre de mesures, ce qu'ils appellent la politique active d'intermédiation, etc., etc. Mais dans l'ensemble, les résultats ne sont pas là et dans l'ensemble, ça ne répond pas à la situation, l'ampleur du problème. Qui atteint aujourd'hui, bien sûr, des seuils très inquiétants. Et justement, vous parliez du secteur informel, ce qui me renvoie aux conditions de travail, les conditions de recrutement et d'emploi. Il y a beaucoup d'études il y a des rapports qui soulignent cette importance d'assurer une souplesse dans la réglementation de travail pour absorber ou plutôt canaliser l'économie informelle vers le formel, revoir les réglementations du travail pour un petit peu aider le secteur privé, les entreprises à recruter de manière plus à l'aise et plus ample parce qu'il est en capacité plus tard de se séparer
de cette ressource humaine. Jusqu'à quelle mesure cela peut être véridique dans le cas du Maroc et peut être un levier, on va dire, d'amélioration du recrutement par l'économie marocaine. Et dans le même sillage, est-ce que aussi, vous parliez de cette précarité, est-ce que elle n'est pas de nature aussi à inciter les gens finalement soit à quitter leurs emplois et si on est rémunéré quelques milliers ou quelques centaines de dirhams, finalement de laisser tomber l'emploi et pour ceux même qui sont très qualifiés à un moment donné d'aller chercher des opportunités sous d'autres cieux. Oui, effectivement, la question de la précarité et du secteur informel, elle est très importante. Elle est vraiment très, très importante. Effectivement, donc vous savez que même au niveau on a un secteur informel très important, malgré ce qui se dit actuellement sur la protection sociale, sa généralisation, etc. Il y a beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de financement, etc. Et les taux de protection sociale sont très faibles. C'est autour de 26, 27, 28%. En tout cas, jusqu'à avant ce qu'ils ont commencé à dire, inscrire les gens, tout ça. Et donc, il y a un problème. Mais pour le marché du travail en particulier, les chômeurs, nos chômeurs, 1,6 million actuellement, la quasi-totalité ne bénéficie d'aucune protection. Pourquoi ? Il y a ce qu'on appelle l'indemnité de chômage volontaire. Cette indemnité qui a été envisagée il y a 10 ans. La réalité, c'est que d'abord, les conditions pour en bénéficier sont très exigeantes, enfin c'est beaucoup d'exigences, notamment c'est 700 et quelques jours de travail sur les derniers mois, etc. C'est uniquement pour 6 mois et c'est plafonné par le SMIC. C'est plafonné par le SMIC, ce qui fait que pratiquement ça ne correspond pas à grand-chose pour des cadres éventuellement qui se trouveraient en situation de chômage. Mais plus que ça, on est autour, je crois, de 21 000, 22 000, même peut-être moins, de personnes qui bénéficient de l'indemnité de chômage. Donc, on peut dire globalement que pour la grande majorité de chômeurs dans notre pays, il n'y a pas d'allocation de chômage et il n'y a pas d'aide pour qu'ils puissent supporter les difficultés du chômage. Peut-être que ça va se résoudre en partie, du moins nous l'espérons, avec l'indemnité perte d'emploi qui va être instaurée, je pense, vers 2025 dans le cadre de cette couverture. Il faut espérer, mais ça, je veux dire, cette indemnité, je vais vous le dire, elle a été prévue quand ? Il y a eu les assises de l'emploi de Marrakech. C'était en 1999. C'était le gouvernement d'alternance, déjà. D'ailleurs, les assises de Marrakech de l'emploi. Et il a été lancé l'idée de l'indemnité de chômage, etc. Mais la mise en œuvre, on est en 2024. Ce qui se fait actuellement, d'abord, n'apporte pas grand-chose en termes de rémunération et de sécurité et tout ça. Et il ne concerne qu'une infime minorité de personnes. Et donc, globalement, la quasi-totalité des chômeurs marocains ne sont pas couverts, ne sont pas protégés, ne sont pas, je dirais même, aidés pour pouvoir faire correctement la recherche de l'emploi, c'est-à-dire pour pouvoir se déplacer, prendre en charge le minimum de coûts et tout ça, n'est pas assuré. Donc, pour moi, l'indemnité de chômage, c'est encore un fantôme qu'on est en train de... Et pour ce qui est de l'assouplissement de la réglementation du travail, vous pensez que c'est véridique ou bien c'est juste un argument qu'on va ériger comme ça pour justifier quelque part le faible taux de recrutement, de résorption des nouveaux arrivants sur le marché du travail, surtout j'évoque le secteur privé. Oui, pardon, je n'ai peut-être pas répondu à la question de la flexibilité de manière directe. Voilà. Alors la question de la flexibilité, c'est une thématique importante qui a émergé dans les pays, disons, européens, occidentaux, etc., les économies développées, etc., parce que c'est des économies qui ont connu des crises, des difficultés, et surtout,
on commençait à considérer qu'il y a des rigidités dans le fonctionnement du marché du travail, et parmi les rigidités, les difficultés de licencier et les charges sociales. Ce qui peut être discuté dans ces économies-là. Dans notre économie, on n'est pas dans ce scénario, loin de là, loin. C'est des recommandations qui ont été faites par la Banque mondiale dans différents rapports, c'est des recommandations qui viennent d'être faites encore par l'OCDE, mais ils résonnent sur... C'est une demande aussi du patronat marocain, et je pense que peut-être dans certains segments très limités, ça peut avoir du sens. Mais pour la grande majorité du marché de travail, on est dans l'informel, sans contrat, saisonnier, précarité, très faiblement rémunéré. Et je vois très difficilement, ceux qui veulent licencier, ils licencient sans problème. C'est pas ça, à mon avis. Il faut revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, et ça relève du domaine du structurel, c'est le déficit de possibilité de création d'emplois qui est le plus important. C'est le déficit de création d'emplois. Les charges sociales, elles sont peut-être un peu importantes, mais ce n'est pas excessif. Et sans parler du fait que, à part l'effort qui a été fait dernièrement un petit peu au niveau de la CNSS, le taux de déclaration des ouvriers est très faible, très faible. Alors, maintenant, bien sûr, il s'agit aussi d'essayer de donner une note d'espoir à ces jeunes qui sont en désarroi. Réellement, dans le contexte actuel, quels seraient les leviers dont dispose le Maroc pour au moins essayer de faire baisser ces indicateurs sociaux qui sont très alarmants. Nous l'avons vu récemment à FNEDER. Nous voyons également des phénomènes émerger. Des instances comme le Conseil économique, social et environnemental aussi qui alertent sur la problématique des NEET. D'autres experts qui ont fait de bonnes recommandations aussi. Des experts qui disent que le Maroc est en train de passer à côté de cette fenêtre démographique qui s'ouvre et qui va se refermer et créer bien sûr d'autres problématiques on n'utilise pas à l'avenir. Notre potentiel démographique. Donc, quelle serait vous ne faites pas une solution miracle, mais des débuts de réponse? Sincèrement, je vais vous dire, aussi bien dans le domaine de l'éducation que dans le domaine, je dirais, de l'emploi, les mesures ou les propositions ou les stratégies qui ont été élaborées, pour moi, elles sont assez pertinentes et intéressantes. Le problème, c'est deux choses. Premièrement, on ne fait pas, si vous voulez, on n'accompagne pas ce qu'on décide par les moyens et la mise en œuvre adéquate. C'est donc l'exécution. L'exécution et les moyens. Quand vous dites je vais faire une indemnité de chômage et vous prévoyez uniquement 375 millions de dirhams pour une population de 1,6 million, c'est de la rigolade. Donc il y a un problème d'adéquation entre la moyen, la mise en œuvre et les mesures qu'on peut envisager. Donc sur le plan technique, moi je dirais il y a déjà suffisamment de mesures qui ont été proposées qui sont intéressantes à mettre en œuvre. Mais le problème, c'est la mise en œuvre et l'accompagnement et la gouvernance, bien évidemment. Un autre problème, si on n'a pas résolu le problème du développement du pays par la réflexion et la proposition qui a été faite sur le nouveau modèle de développement, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème de l'emploi. C'est-à-dire que la principale locomotive reste la croissance et le développement. Une réflexion, une analyse, des propositions qui visaient effectivement à sortir de l'impasse d'un taux de croissance très faible, atone qui ne peut pas. Si on n'arrive pas, il faut dire pourquoi, et c'est là véritablement on peut aller vers l'avant. C'est vraiment la question centrale, c'est-à-dire quels sont les éléments de blocage au niveau de notre modèle de développement, de notre gouvernance, qu'il faut traiter pour qu'on puisse sortir de l'impasse. Autre élément, c'est à mon avis important, qui nous ramène vers la question de l'éducation, de la formation. Le Maroc fait un effort au niveau de l'éducation. Et on veut former plus d'ingénieurs, plus de médecins, etc., etc.
On va peut-être former plus de médecins, à part la crise actuelle. Voilà. À part la crise actuelle. Oui. Mais ces médecins-là, une fois formés, si vous ne leur donnez pas les conditions de travail humaines, la scolarité de leurs enfants et leur liberté et leurs conditions, certains ou une grande majorité, avec un clic, elle peut partir. Et donc, on aura un problème, même si on forme bien, on aura un problème à retenir les gens. Et on a besoin de cette ressource humaine qualifiée, diplômée. L'intelligence artificielle se développe un peu partout. On a nos cadres, mais nos cadres, ils ne vont pas venir au Maroc si on ne leur offre pas les conditions pour pouvoir travailler sereinement et contribuer au développement de notre pays. Alors, je retiens de ce que vous dites, c'est quand même un langage de franchise, un moment de vérité. On va mettre à plat tout ce qui a été fait, les goulots d'étranglement et comment, bien sûr, les dépasser pour aller vers des objectifs réalisables avec les moyens humains et financiers nécessaires à cela. Bien sûr, vous avez évoqué le contexte plus global, c'est au-delà de l'employabilité, c'est des conditions d'une vie décente et agréable pour maintenir surtout les éminences grises, que ce soit en entreprise, que ce soit aussi dans le pays, puisque elles sont disputées par d'autres économies nettement plus développées et plus puissantes. Tout à fait. Bien évidemment, moi je ne peux pas conclure ce hiwar sans vous laisser un dernier mot, une conclusion qui va résumer un petit peu le mot de la fin, ou plutôt une indication sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire immédiatement par où commencer. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est justement ce dialogue de vérité, de ne pas faire la politique de l'autruche. Moi, je dis que le Maroc a beaucoup de potentialités, beaucoup d'atouts, une population qui vraiment a envie d'en découdre avec ses conditions de vie, etc., et d'aller vers un monde meilleur. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on a raté plusieurs occasions de réformer. J'espère que nos dirigeants vont être un peu plus sérieux dans l'avenir proche par rapport à ces questions. En tout cas, je vous remercie vivement, M. Ezzedine Arsbi, pour le temps que vous nous avez accordé et bien sûr tous ces éléments d'information qui étoffent notre grille de lecture de cette problématique et la plantent bien sûr dans un contexte beaucoup plus global que seulement économique. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie de l'éducation et du travail, vous êtes un expert en la matière, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Je vous remercie en fin de cette émission d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation et pour le débat et la discussion. Merci à vous. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci de votre attention. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.